Bonjour, merci à tous d'être venus. On est ici chez Matters pour le meet-up sur les méthodes agiles. Matters, c'est un startup studio dont le principe, c'est d'accompagner les startups de la conception de leurs produits jusqu'à la réalisation. Matters est une boîte très gentille qui vous a apporté des bières pour vous rafraîchir. Et on aura des pizzas aussi tout à l'heure, donc ne partez pas tout de suite. On aura une petite session questions-réponses aussi, si ça vous intéresse. Matters recrute, donc si jamais vous êtes intéressé à travailler dans une boîte géniale comme celle-ci, venez. Et je vais laisser la parole à Victor, qui va nous faire sa première présentation. On aura une petite pause, histoire de se dégourdir les jambes entre chaque presse. Et apparemment, Alexis a quelque chose de très important à montrer à Victor. Et c'est fini, c'est bon. Tu n'en as pas besoin. Oui, non, alors moi, ouais. Voilà, avec beau frigo. Allez, vas-y, montre même que le frigo, parce que moi on s'en fout. Voilà, une sacrée boîte Matters. C'est bon? C'est bon? Ok. Ça marche? Ouais, ça marche. Eh ben, bonsoir à tous. Alors donc, ça fait un mois que je suis sobre. Donc je m'appelle Victor Boubé, je suis product owner chez Matters depuis maintenant 3 mois. Mais j'ai eu l'occasion de travailler quand j'étais consultant externe, PO, pendant 6 mois avec une équipe de Matters autour d'un projet pour une start-up. Donc en tant que product owner, je m'occupe de faire l'interface entre les porteurs de projet et les équipes techniques. Et j'ai également un rôle de conseil auprès des porteurs de projet, en phase amont notamment, en suivi de production. En phase amont, ça va être sur la définition du projet, définition de la MVP en l'occurrence. Donc le sprint 0, l'idée en fait du sprint 0, c'est que c'est un plan pour votre projet lorsque vous développerez en suivant Scrum, parce que ça s'inscrit dans cette méthode agile. Il y a plusieurs méthodes agiles. Moi, je vais parler de Scrum. À quoi ça sert un sprint 0 ? Donc, tout simplement, c'est une phase préparatoire. Qu'est-ce qu'on va préparer ? C'est un peu l'objet de cette presse. Et je vais commencer par partir de la définition de Scrum. Donc, on va lire ensemble. Donc, ensemble, je la lis pour vous. Ok. C'est bien. C'est bien. Alors sur la fin, c'était pas encore ça, mais bon. Donc un cadre de travail permettant de répondre à des problèmes complexes et changeants. Voilà. Tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est en gros la deuxième partie de la phrase, tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible. Ici, l'enjeu, en fait, dans le sprint 0, ça va être justement de mettre en œuvre des activités qui vont permettre de garantir une productivité dans votre projet. Parce qu'on peut très bien utiliser Scrum avec la fleur au fusil, mais il y a plein de manières de se rétamer avec Scrum si c'est pas préparé un petit peu de manière rigoureuse. Disons que Scrum, c'est quand même assez délicat à mettre en œuvre. Mais quand ça marche, eh ben, la lumière fut. Voilà. Voilà. Donc, quand on dit tout en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible, là, en fait, ce qu'il y a derrière comme notion, c'est la qualité. Donc, un sprint 0, ça va vous permettre, en fait, de garantir
la qualité de votre travail. Et en ce sens, ça permet de réduire les risques, le sprint 0. Oui, j'utilise, excuse-moi. Alors, sprint 0, donc c'est le déroulement de plusieurs activités préparatoires. Donc, c'est facile de trouver sur Internet plein de checklists qui reprennent tout plein d'activités pour le sprint 0. Je pourrais voir avec vous pour toutes ces listes quelles sont les activités qui sont présentées, mais je ne pense pas que ça serait très intéressant pour vous, enfin très utile. Ce qui serait peut-être plus utile, c'est que je vous expose en fait quels sont les facteurs clés de succès d'un projet Scrum pour qu'on voit en fait quelles sont les activités à mettre en œuvre en sprint 0, pendant un sprint 0, et que ça vienne de vous en fait. C'est-à-dire que si vous comprenez la logique, le meilleur moyen de faire une checklist, c'est de faire la vôtre, justement, ça sera celle qui aura le plus de valeur. Donc, dans un sprint 0, généralement, on passe 3 types d'activités. Préparer le développement à venir, préparer l'équipe et préparer l'environnement de travail. Donc ça va être un peu le plan de ma présentation. Mais avant, parce qu'il y en a forcément, à mon avis, qui connaissent Scrum de manière en surface. Donc je vais prendre quelques slides quand même pour rappeler ce que c'est. Et puis pour les autres, ça fera un rappel. Donc allons-y. Scrum, c'est un cadre de travail, ce n'est pas une méthode. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous respectez le cadre et ensuite, vous construisez votre propre méthode tout en respectant ce cadre. Donc 12 pages à lire absolument, que ce soit pour les porteurs de projets ou les développeurs qui vont travailler avec Scrum. C'est donc le guide Scrum en fait, qui d'ailleurs la dernière édition, elle date de 2016. Je ne sais pas si elle a encore été traduite si elle a déjà été traduite en français. Donc je vous conseille cette lecture. Ensuite, 3 rôles, 2 artefacts obligatoires, 4 réunions, 2 cycles. On va voir ce que c'est en détail. Enfin, en détail, grossièrement quand même. Il faut retenir là que Scrum, ça va se baser sur un cadre qui va être une succession de phases de développement itératif. C'est en ça que c'est agile et innovant. De quoi est composée une itération? Alors, grossièrement, on va partir du product backlog là-bas. Je fais la Miss Météo, voilà, ici, le product backlog. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc le product backlog, en fait, c'est une liste un peu à la Prévert de toutes les fonctionnalités que vous attendez dans votre produit. La particularité de cette liste, c'est qu'elle est évolutive et elle va être alimentée en fait justement cycle après cycle, sprint après sprint, itération après itération. On a ensuite le planning meeting, donc qui fait partie des 4 réunions. Là, en fait, à partir de cette liste complète de fonctionnalités attendues, on va réduire le scope, et c'est ce scope qu'on s'apprête à réaliser pendant l'itération. Donc bien sûr, je vais vous expliquer un peu tout ça, mais on ne va pas faire ça, on ne va pas choisir au hasard. Pendant le sprint, l'équipe va s'organiser pour développer en priorité les fonctionnalités les plus prioritaires. Et chaque jour, elle va faire ce qu'on appelle un daily meeting, qui est un point de coordination intra-équipe, où chacun va pouvoir expliquer ce qu'il a fait la veille, ce qu'il va faire pendant la journée à venir, et puis s'il a des problèmes, il va faire appel aux autres développeurs, aux autres membres de l'équipe. À la fin du sprint, l'équipe produit ce qu'on appelle un incrément de produit. Incrément de produit qu'elle va présenter lors de la démonstration, démo ou sprint review aux porteurs de projet. Et l'objectif, c'est d'acquérir du feedback, parce que c'est grâce à ce feedback que l'équipe va pouvoir faire évoluer son backlog. Et c'est grâce à ce feedback qu'on pourra dire que Scrum permet de réaliser un produit qui colle aux besoins des utilisateurs. Donc évidemment, lors du sprint review, c'est toujours une bonne chose d'avoir des utilisateurs finaux et pas uniquement le porteur de projet. Et enfin, la dernière réunion, c'est la rétrospective,
qu'on a ici. Là, en fait, c'est l'équipe de développement qui va prendre un peu de distance sur le sprint passé, de manière à essayer de trouver des axes d'amélioration, des opportunités pour produire de manière, pour être encore plus productif pour les sprints à venir. Les rôles, on a le product owner. Donc lui, il est responsable, responsable du produit. Il porte la vision des utilisateurs finaux. C'est aussi lui qui a la responsabilité de maintenir le backlog à jour. Et enfin, il détermine les priorités et les axes, les décisions d'orientation du projet. Donc c'est un peu, on va dire, celui qui tient la barre dans ce qui tient le gouvernail pour savoir comment vont s'orienter les développements. Le deuxième rôle, c'est le Scrum Master. Donc, comme son nom l'indique, en fait, il est garant de la méthodologie de l'équipe, ou en tout cas, il veille à ce que l'équipe reste bien dans le cadre défini par Scrum. C'est un facilitateur qui va aussi aider l'équipe à progresser de sprint en sprint. Et enfin, il va veiller à ce que l'équipe ne subisse pas des perturbations extérieures. Et si un obstacle a été identifié par l'équipe qui freine sa productivité, il va tout faire pour supprimer cet obstacle. Et enfin, troisième rôle, c'est l'équipe de production. Alors là, elle a la particularité par rapport à d'autres méthodologies, c'est d'être auto-organisée. Donc ce n'est pas un manager qui va décider comment elle va être organisée, c'est elle-même qui décide quels sont les profils qui la composent. Elle a aussi la particularité d'avoir en son sein toutes les disciplines, toutes les compétences qui sont nécessaires à la production du produit. Et généralement, elle est de taille assez limitée, parce qu'au-delà de 9-10 développeurs, les pratiques de Scrum, et notamment en particulier la communication, se perdent un petit peu, et on perd le bénéfice de Scrum. Donc voilà, dans tout ça, on peut dire que Scrum, c'est simple comme ça apparaît simple, mais comme je vous disais en introduction, il y a beaucoup de risques dans la mise en œuvre de Scrum. Et c'est pour ça que moi je pense que le sprint 0, certes ça ne fait pas partie du cadre dans le guide, mais je pense que c'est une bonne méthode, c'est une bonne pratique pour être sûr de partir sur de bons rails et pas se retrouver au bout du 3e sprint à se rendre compte qu'on aurait dû préparer ça avant de commencer. Et donc, c'est du temps passé à ne pas produire. Alors, question à se poser pendant sprint 0 maintenant. Qu'est-ce qu'on va produire? Donc on a vu tout à l'heure, j'ai pas parlé de la vision d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, non, c'est pas grave. Je vais en parler maintenant, justement. Alors, qu'est-ce qu'on va produire? C'est la question à se poser, évidemment, quand on a une équipe de développeurs qui va devoir collaborer ensemble, où la communication va devoir être fluide. C'est important que chacun partage la même vision du produit, et chacun partage en tout cas une idée primordiale qui est quel bénéfice pour l'utilisateur doit apporter le produit qu'on est censé réaliser. Parce que ce que ça va permettre aux développeurs, avec cette idée, c'est de mettre en perspective les développements qu'ils vont avoir à réaliser. En gros, ça va être l'inverse du développement bête et méchant. Je lis le programme, on m'a demandé de faire ça, je fais ça. C'est pas comme ça qu'on fait naître de la créativité dans une équipe. On a donc besoin, dès le départ, que tout le monde soit bien conscient de tout ce qu'il y a, quel problème on cherche à résoudre. Et ça permettra aussi, avec une vision commune, de garder la cohérence dans les développements. Parce que forcément, dans l'équipe Agile, dans l'équipe Scrum, chaque développeur va développer une fonctionnalité ou une tâche. Et s'il n'y a pas une vision partagée, il y en a qui peuvent aller dans une direction et puis d'autres dans une autre direction. Et on se retrouve à la fin du sprint avec des résultats qui sont complètement incohérents. Donc, un bon moyen de partager la vision, c'est ça.
C'est pas très lourd. Je vous laisse quelques instants pour le lire. Donc là, ce que ça met en avant, c'est le bénéfice. C'est le bénéfice, c'est la différenciation. Et ça, c'est très simple à faire. Hein. Ça, vous voyez ça avec du projet. Vous pouvez même le pousser à faire ça. Même lui, ça peut l'aider. Et quand vous avez ça, vous partagez ça avec votre équipe. Et là, vous êtes certain qu'au moins l'élément primordial qui est quel bénéfice on veut apporter à nos utilisateurs à travers notre produit est partagé. Donc un document de vision, alors ça peut avoir d'autres formes. Hein, c'est vraiment pas... Enfin, moi, encore une fois, ce que je vous montre ce soir, c'est des pratiques que je trouve utiles. Ensuite, on peut utiliser ce genre de choses. Donc, peut-être que certains connaissent ce qu'est un persona. C'est un utilisateur type qu'on va utiliser comme référence. Donc, avec des particularités. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez un utilisateur type qui est une personne âgée, elle ne va pas avoir les mêmes exigences que quelqu'un d'hyperconnecté. Donc ça va adapter aussi vos développements, enfin, ça va adapter les fonctionnalités. La personne âgée, vous savez que dans tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez développer, vous allez devoir penser au fait, il faut peut-être que je prenne davantage par la main mon utilisateur que si la fonctionnalité que vous développez était destinée à une personne de moins de 40 ans. Donc encore une fois, là, vous pouvez en trouver plein sur Internet, des templates de persona. C'est vrai que normalement, c'est fait par des équipes de conception, mais je pense que même en tant que développeur, vous pouvez faire ça. Ça permet encore une fois de partager une vision simple et claire. Et le plus souvent, les éléments vraiment primordiaux dans le persona, il n'y en a pas 36. En gros, c'est les éléments différenciants. Si vous avez plusieurs cibles, quels sont les éléments différenciants? Et c'est ça qu'il va falloir mettre sur papier. Donc là, avec la doc de vision et les personas, vous avez donc une vision commune. Maintenant, il va s'agir de partager le besoin. Et donc pendant le sprint 0, c'est le moment également de établir ce qu'on appelle, enfin ce que je vous explique, le backlog. Donc cette liste à l'après-vert, ça c'est assez classique. Hein, les user stories qui respectent un format défini. Donc en tant que jeune connecté, je veux effectuer une action afin d'obtenir un bénéfice. Donc concrètement, ça donne ça. En tant qu'utilisateur connecté, je veux ajouter des morceaux musicaux dans ma wishlist afin de les acheter plus tard. L'avantage de ce format, c'est que ça parle à tout le monde, le porteur de projet, les développeurs, enfin tout le monde peut comprendre. Il n'y a aucun terme équivoque, pardon. Et donc ça permet de bien cerner le besoin. Quelles sont les exigences de mes utilisateurs? Donc c'est ultra répandu. Hein. Si vous ne connaissez pas, vous trouverez très facilement sur Internet comment vous entraîner à rédiger le besoin de vos utilisateurs comme ça. C'est aussi le moment, le sprint 0, de penser à l'architecture. Donc là, je vous avoue, c'est pas trop mon... Voilà. J'ai quand même pris un truc sur les microservices, hein, le lien. Mais non, ce qui est important de dire là, c'est que quand vous avez un schéma d'architecture, profitez-en pour le mettre sur un mur, pour que tout le monde le voit. C'est toujours plus agréable, j'imagine, quand vous développez, pas être obligé d'aller chercher dans vos mails ou sur votre drive partagé. Vous avez juste à lever la tête, c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, ça va permettre de générer de la discussion dans votre équipe. Voilà, donc là, maintenant, la question à se poser, c'est comment précisément, qu'est-ce qu'on va produire précisément? Donc là, vous avez un backlog, vous avez une vision, un backlog. Ok, maintenant, le premier sprint, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va dérouler ce qu'on appelle le planning meeting.
Pendant cette réunion, justement, l'objectif, c'est d'établir un scope qui soit bien pensé, bien réfléchi. On va d'abord, dans un premier temps, préciser ce qu'on va développer. Donc on va se pencher sur le besoin, sur les user stories, et on va concevoir collectivement les fonctionnalités. Ça, c'est assez intéressant dans Scrum, c'est que c'est les développeurs également qui conçoivent comment ils vont répondre aux besoins des utilisateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un rôle de développeur, c'est aussi un rôle de concepteur. Et d'ailleurs, en Scrum, tous les membres de l'équipe sont concepteurs potentiels. On va ensuite, quand on a ce scope précisé, pouvoir le découper en tâches de développement. Et une fois qu'on aura ces user stories avec des précisions et des tâches, on va planifier ce qu'on va développer dans le sprint. Alors ça, planifier, en fait, ça va. D'abord, on a besoin de deux choses. C'est chaque tâche, combien de temps on estime qu'elle va nous prendre à développer. Et donc, on va voir juste après comment ça se passe. Et puis, il y a une présentation, je pense, après, qui est juste sur ce point-là, primordial. Donc, quand on a estimé, on peut se dire, OK, on a 2 semaines de sprint. On va mettre telle user story parce qu'on sait quelle taille elles ont. Et donc, on a un capital de temps ou d'effort, justement, question à se poser, pour le sprint à venir. Donc, combien d'user story on va pouvoir mettre, on estime. Et puis, on voit ce qu'on est capable de faire. Pas trop en faire il ne faut pas être trop confiant lors des premiers sprints. Sinon, vous avez de grandes chances de vous rétamer. Et ça va vous faire perdre votre motivation pour les sprints suivants. Donc le plan pour le sprint à venir, ça ressemble à ça. Enfin, ça peut ressembler à ça. Alors, première chose, c'est qu'il y a un objectif. Alors, je ne sais pas si tu peux enlever, Clément. Voilà. Donc un sprint, c'est toujours bien d'avoir un objectif. Et ça encore, vous l'affichez. Ça, c'est une bonne idée de l'afficher. Parce que tous les développements pendant votre sprint, ils doivent servir cet objectif. Vous avez la liste des stories, des user stories que vous allez devoir réaliser avec leurs tâches. Et puis, au fur et à mesure de développement, vous passez les tâches à finir et fini. La dimension importante, c'est que les user stories, là, elles sont priorisées. Alors, ce qui est en haut, c'est plus important que ce qui est en bas. Donc, comment on priorise la question de la priorisation, elle est importante. Et d'abord, la première dimension, c'est priorisation selon la valeur utilisateur, bien sûr. C'est-à-dire que vous allez développer ce qui est de plus important pour votre utilisateur. Première dimension. Donc pour cette dimension-là, moi je vous propose de présenter ça comme ça. Ça s'appelle une story map. Donc on fait du story mapping, story map. Là, comment ça se lit? En haut, en orange et bleu, vous avez le parcours de l'utilisateur normal dans votre application. Donc là, c'est une application c'est une boîte mail. Donc effectivement, quand on ouvre sa boîte mail, généralement, on va commencer par parcourir ses mails et puis écrire un mail, gérer ses mails en lisant des mails, supprimant des mails. Puis après, on va jeter un œil au calendrier, etc., etc. Pour chacune de ces activités, on va mettre en dessous en fait toutes les fonctionnalités qui permettent d'atteindre ce but. Et donc là, on va pouvoir déterminer en fait justement en haut qu'est-ce qui est le plus important, et plus on descend, moins c'est important. Résultat, après, c'est que vous allez pouvoir déterminer quelles sont les fonctionnalités les plus nécessaires pour vous permettre et qui vont composer votre minimum viable product. Donc par exemple, une boîte mail minimum, c'est juste ça. Voilà. En dessous, c'est de l'option. Option numéro 1, enfin option de niveau 1, on va dire, et option numéro 2. Donc vous savez que pour votre première release, la première version de votre software, vous allez développer ce qui est indispensable. Mais ça peut aussi fonctionner par sprint. C'est-à-dire que premier sprint, on va établir un scope de fonctionnalité.
Et généralement, on va développer la fonctionnalité cœur. Ensuite, on va développer lors du deuxième sprint les fonctionnalités un peu moins prioritaires. Et l'idée, c'est qu'à la fin, le dernier sprint, vous ayez développé des fonctionnalités qui soient limite des options, mais que vous avez décidé de les mettre dans la MVP. Donc là, vous avez la priorisation au niveau de l'utilisateur. Et après, il faut croiser cette priorisation avec la priorisation en termes de développement. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, il y a une fonctionnalité, vous savez que ça va vous prendre 1 heure à développer, ou voilà, même pas une demi-heure, mais c'est une fonctionnalité qui va apporter beaucoup de valeur à l'utilisateur. Ça, c'est une bonne raison justement de commencer par ça. Après, vous avez une fonctionnalité qui est beaucoup moins importante pour l'utilisateur et qui va vous demander énormément d'efforts de développement. Là, justement, posez-vous la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup de commencer par ça? Donc là, je vais pas empiéter sur la prochaine présentation, mais il y a cette dimension, faire un ratio entre la valeur pour l'utilisateur et l'effort de développement que ça va vous demander. Donc à partir de tout ça, à partir de l'estimation, vous allez pouvoir établir votre plan de développement. Et je pense que dans le sprint 0, c'est important déjà de bien établir le plan de développement pour le premier sprint, parce que si vous faites quelque chose de pas très judicieux, de toute façon, ça va se répercuter sur les prochains sprints. Et vous allez constamment vous dire ouais, en fait là on est un peu bloqué parce qu'on s'est trompé premier sprint, donc niveau productivité ça va pas être génial. Et c'est pour ça qu'on en arrive à la troisième partie. Donc comment produire vite et bien, c'est quand même l'objectif de Scrum. Donc comment garantir que Scrum vous permette de produire vite et bien. Et voilà. D'abord, au niveau de votre backlog, au niveau de vos user stories, essayez de les préciser un maximum. Vous pouvez adjoindre des mock-ups, des wireframes ou même des maquettes. Ça, en tant que développeur, si vous avez une indication visuelle de ce qu'on attend, vous poserez moins de questions pendant que vous développez et vous serez productif. Également, vous pouvez mettre des tests comme ça. Enfin, vous pouvez. Pour moi, vous êtes obligé de mettre des tests. Donc là, c'est le format Test Driven Development. Donc là encore, l'avantage, c'est que c'est compris par tout le monde. Parce que, donc, je ne sais pas qui connaît ce format, les développeurs. Ouais. En fait, c'est quelque chose de très précis. Et l'avantage, c'est qu'en plus, ça va vous permettre de documenter votre application. S'il y a une documentation à faire, ça va être celle-là. Vous n'avez pas forcément besoin d'écrire les user stories au niveau besoin. Hein. Donc, je veux dire, en tant que... c'est pas ça que vous allez garder dans votre application pour l'historique. C'est ça. Fonctionnellement, c'est ça qui est le plus précis. Donc là encore, n'hésitez pas pendant le sprint 0 à prendre du temps, en plus collectivement, pour voir quels sont les tests qui traduisent le mieux tel besoin. Une autre chose à faire pendant le sprint 0, pour permettre de produire vite et bien, c'est d'établir collectivement toujours 2 définitions. Définition de prêt pour le départ, donc ça s'applique à une user story. C'est-à-dire que vous n'avez pas décidé de lancer une user story dans un sprint alors qu'il manque les tests, par exemple. Parce que, en gros, si vous tirez une balle dans le pied, vous allez être sûr que le développeur qui sera chargé de développer cette user story, il va aller voir le PO en plein milieu du sprint et lui dire ouais, en fait, je me posais des questions. Est-ce que c'est censé réagir comme ça, fonctionnalité? Qu'est-ce qui se passe dans tel cas? Est-ce qu'on a prévu ce truc-là? Et puis, en fait, au lieu de développer, ça va partir en discussion à 2. Donc, c'est du temps perdu. Donc, définition de prêt, comme on dit. Et deuxième point, c'est définition de terminé. Donc ça, moi, en tant que PO, c'est le truc qui... Genre, j'aimerais tellement que les développeurs, s'il vous plaît, quoi, faites attention à la définition de terminé. Par exemple, c'est le développeur qui me dit « Ouais, c'est bon, c'est terminé, j'ai terminé le dev. » Ok,
Je vais sur le serveur de test et bah ouais, mais je la vois pas ta définition. Ah mais non, c'est terminé sur mon ordi en fait, sur mon. Ok, bah donc c'est pas terminé. Bah oui. Ok. Voilà. Oui, bah écoute. Hein. Voilà, définition de terminé, encore, c'est quelque chose qui se construit collectivement. Hein. Il y a plusieurs critères. À vous de décider comment on détermine qu'une user story est terminée. Terminée, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de revenir dessus. C'est-à-dire que ça y est, c'est passé. Et donc, c'est testé, surtout. Ça, c'est important. Donc par exemple, là j'ai noté, ça peut être une définition terminée, donc tester, déployer sur la pré-prod, documenter, builder sans problème, le code a été revu par un autre développeur, utilisable par un utilisateur, etc. etc. Je vous ai parlé de communication. Quel est le meilleur moyen de communiquer à travers une équipe? C'est d'avoir un tableau visuel. Donc ça, c'est le tableau classique de Scrum, comme je vous ai montré d'ailleurs le plan d'un sprint. Mais là, encore une fois, je pense que c'est une bonne chose de l'établir soi-même, son plan, son tableau. C'est-à-dire, quelles sont les informations dont on a besoin dans l'équipe pour que ça permette de générer de la synergie. Et d'ailleurs, il y a un jeu Scrum qui s'appelle Au Tableau. Vous pouvez le chercher sur Google. C'est pas mal du tout parce que ça vous permet d'apprendre à réfléchir un petit peu, à se dire, mais voilà, quelles sont les informations importantes qu'on veut mettre en avant et comment les traduire visuellement. Aussi, posez-vous la question pendant Sprint 0, produire vite et bien, produire déjà vite. Comment on va arriver à dire si on produit vite ou pas? Donc posez-vous la question de comment on va mesurer notre avancement. Et là, pour le coup, moi, je suis assez partisan de dire que l'avancement d'un projet, d'un logiciel, c'est combien de tests il est capable de faire tourner avec succès. C'est simple, tout le monde comprend, et puis c'est un objectif qui est facilement intégrable par tout le monde, donc se dire, voilà, je vais faire avancer mon équipe, je vais faire en sorte que l'application fasse tourner un test de plus, avec succès. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est prouver rapidement que l'équipe sait produire. Donc ça, c'est l'occasion pendant Sprint 0 de vous prendre 3 jours. Vous faites un mini sprint de 3 jours. Vous vous mettez vraiment en situation. Et on dit, voilà, il faut faire ça. Il faut faire un Hello World. On fait une app qui n'a rien à voir avec ce qu'on est censé développer. Un bouton, une réaction. Et vous faites une user story. Vous vous réunissez pour établir quels vont être les tests. Vous mettez en place votre environnement de développement, votre environnement de test. Comme ça, à la fin, vous saurez que tout le parcours de développement, vous le maîtrisez. En gros, vous avez pu voir déjà quels sont les axes d'amélioration. Donc, c'est une très bonne chose à faire pendant un Sprint 0. Ça permet aussi le Hello World de se rendre compte si l'équipe a bien compris la mécanique de Scrum avec les différentes réunions. Vous pouvez voir si les développeurs ont bien compris pourquoi on fait des grooming, quelle est la perspective pour le prochain sprint, plutôt que vous lancer comme ça, tête baissée, et puis vous prendre le mur dès le premier sprint. C'est aussi l'occasion de vérifier en tant qu'équipe de développement que le porteur de projet et votre manager ont bien compris toutes les implications de l'agilité et sont responsabilisés. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont bien compris que à chaque fin de sprint, il faut qu'ils viennent à la réunion de démonstration, il faut qu'ils vous fournissent du feedback, c'est pour le bien du produit. Donc c'est important que tout le monde participe. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant le sprint 0. Voilà. Enfin, donc on a parlé un petit peu de la démo. L'objectif de la démo, c'est quand même de générer du feedback. Et justement, je parlais du management. Essayez de lui dire, mais c'est important qu'on ait des utilisateurs finaux à nos démos. Est-ce qu'on ne pourrait pas en avoir à des démos critiques voilà. En gros, demandez-lui, faites un peu votre liste au Père Noël pour que vous ayez, vous puissiez travailler et produire de manière efficace dans les meilleures conditions qui soient.
Pouvez-vous faire une petite rétrospective après votre Hello World. Donc là, la rétrospective, forcément, ça va pas être une grosse rétrospective comme après un sprint de 2 semaines. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vous entraîner. Alors, comment s'entraîner en Scrum? Pas comme ça. Vous pouvez chercher Scrum Games. Normalement, il y a un S, Scrum Games. Là, vous trouverez une flopée de jeux. Et en plus de ça, c'est pas que sur la rétrospective, c'est sur toute l'agilité, ça vient bien au-delà de Scrum. Mais ça va vraiment vous mettre en condition. En plus de ça, c'est ludique. Donc ça veut dire que vous prenez une semaine de sprint 0, vous allez passer, par exemple, une journée à jouer, quoi. C'est cool. Ouais. Voilà. Donc ensuite, ce que je vous propose, c'est pas une checklist. Enfin, si, oui, c'est une checklist à travers les rendus, les livrables dont vous avez besoin pendant votre sprint 0. Ça vous permet de vous dire, bon bah voilà, on a tout ça. Bon, normalement, on est bien préparé pour le sprint. Ok. Et enfin, je pense à travers cette présentation, en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que Scrum, voilà, ça a l'air d'être une solution miracle, mais ça demande beaucoup d'efforts, vraiment. Il faut être attentif à se dire, mais est-ce qu'on a pensé à tous les détails? Est-ce que la mécanique, c'est un peu de l'horlogerie d'ailleurs, est-ce qu'on a bien graissé toutes les roues? Et c'est important, voilà, de prendre le temps de bien comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la philosophie qu'il y a derrière Scrum, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Donc, je vous rappelle, c'est de la productivité. Et pour de la productivité, c'est important de bien se préparer et de voir qu'est-ce qui va nous freiner. Donc, entraînez-vous aussi. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Voilà, si vous avez des questions, je suis tout disposé à vous y répondre. Ouais, Rémi. Il faut le micro. Ah oui, le micro. Alors c'est moi. Tu as fait pas mal du coup le parallèle avec Scrum et l'utilisation dans les projets de développement, etc. Ça s'utilise dans d'autres types de projets, je sais pas, du bâtiment, des trucs comme ça. Ouais, j'ai vu il n'y a pas longtemps un exemple, c'est dans les Tesla par exemple, qui fait sa mise à jour de son micro-logiciel. Eux, ils sont en agile en fait. Il y a aussi un mec qui fait une entreprise aux États-Unis qui personnalise des voitures. Et eux, ils fonctionnent sur des itérations, sur des sprints. Donc, en fait, la définition de Scrum, elle peut s'appliquer à pas mal de choses quand on y réfléchit. C'est-à-dire que, un cadre de travail, tous les cadres de travail. Ouais. Donc, des problèmes complexes et changeants. Ça, on peut en trouver beaucoup, en fait, des contextes comme ça. Après, tout ce dont je vous ai parlé là, c'est pour du développement logiciel. Les réunions de coordination quotidienne, à la limite, c'est du bon sens, quoi. Quand on travaille à plusieurs, c'est normal de se retrouver le plus régulièrement possible, enfin, pas trop, mais pour voir comment s'améliorer tous ensemble. Donc ouais, carrément. Il y a même des gars qui ont écrit un bouquin sur Scrum en faisant du Scrum. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par quelques pages, et puis hop. Ça s'appelle le Scrum Book. Voilà. Qui fait du Scrum ici? Je me pose la question. Ou qui fait de l'agile? Qui a déjà fait D'accord. Donc, et Scrum, vraiment ou orienté, une base Scrum, quoi. Ouais. Ouais. Bonjour, moi j'en fais pas et je ne me connais pas trop, donc j'aurais une question un peu bateau peut-être. Est-ce que Scrum peut être utilisé comme une méthode utilisateur ou bien ça fait partie aussi de la même logique, mais est-ce que ça fait partie des outils de la méthode utilisateur quand on doit développer, je sais pas, une interface pour... La méthode utilisateur? Oui, en fait ça veut dire qu'on peut essayer de développer une expérience utilisateur. D'accord. Voilà. Dans une démarche UX. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait,
j'aurais tendance à dire oui. Quand je pense UX, donc c'est expérience utilisateur, donc à la rigueur, ouais, produire un premier jet d'interface, faire des tests avec des utilisateurs. Alors après, il faut qu'il y ait une équipe derrière, donc je ne sais pas trop comment se passent les projets UX, de conception d'interface, s'il y a une équipe pluridisciplinaire derrière. Mais en tout cas, on peut tirer des pratiques de Scrum. Et encore une fois, c'est un cadre, hein, donc ce que ça impose, c'est les rôles, les réunions. Mais l'idée, c'est quand même d'adjoindre des pratiques qui viennent de l'équipe, quoi. Et l'idée, c'est aussi que l'équipe se retrouve à la fin de chaque sprint pour se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on va améliorer ? C'est aussi une philosophie, en fait, l'agilité. Donc, elle s'applique à beaucoup de choses. Oui, bonsoir. Ouais. Alors moi, j'ai une question. Tu parles de l'équipe dans Scrum. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est adapté à une certaine taille d'équipe ? Ouais, carrément. Ou pas trop ? Ouais. L'idée, de toute façon, c'est de communiquer. On a vu, il y a plein de choses. Hein. Il y a cette dimension de communication dans l'équipe, elle est hyper importante dans les projets agiles. Donc communiquer à deux, oui, bon, c'est pas difficile. En fait, on bosse en tandem. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de caler des réunions. On se met côte à côte, quoi. Enfin, côte à côte. Après, communiquer à 10, là, ça devient un peu risqué. Ou alors, c'est une équipe hyper disciplinée. Et dans ce cas, après, Scrum, donc ça se limite à 9-10 développeurs. Après, il y a des méthodes agiles qui sont destinées à des plus grandes échelles, c'est-à-dire à plusieurs équipes, donc comme vous faites Ibico chez Matters. Voilà. Oui, alors on a une question internet de Monsieur David Level. Alors, qui est un gars de chez nous. Donc, il demande, est-ce que le niveau de l'équipe de développement est important pour passer en Scrum ? Petite précision, il demande ça surtout, notamment, vis-à-vis des tests et de la vélocité. Alors, on n'a pas parlé de vélocité, donc je vais expliquer ce que c'est que la vélocité, 2 secondes. La vélocité, en fait, c'est justement ce qui mesure la capacité productive de l'équipe. Donc, l'idée, c'est que, au fur et à mesure de vos sprints, la capacité totale de l'équipe à produire augmente. Et là, maintenant, il faut que tu me répètes la question. Est-ce qu'il faut être super fort pour faire des bons tests en Scrum, en gros ? D'accord. Ouais. Ça, non, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez une grosse expérience pour faire tourner des tests, vous arriverez plus facilement à déceler quels sont les bons tests à mettre en œuvre. Je fais ça ? Ok, bon, voilà. Mais l'idée de Scrum, c'est quand même que l'équipe progresse collectivement. Donc à partir de là, c'est bien de se dire, plutôt collectivement, on constitue notre équipe. Alors oui, on n'a que des seniors, c'est super, on n'a que des seniors. Mais généralement, c'est pas ça. Généralement, ce qui se passe, c'est que on va avoir des juniors et c'est très bien parce que ça, en côtoyant des seniors, eux-mêmes vont progresser. Donc, l'idée, c'est quand même que très vite, l'équipe arrive à une capacité productive assez élevée. Si on ne voit pas la vélocité augmenter au fur et à mesure du projet, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans les pratiques. Maintenant, pour les tests, là, vous avez vu le format que je vous ai présenté, c'est quelque chose d'assez simple. C'est des tests qui sont fonctionnels généralement, donc tout le monde voit tout de suite de quoi il s'agit. Maintenant, l'expérience, c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Il est d'accord avec moi? Il est content? Alors, il a des choses à discuter, on va dire. Ouais, il veut parler plus. Ouais. Il faut que vous Mais je pense que ça vient d'une expérience, sa question. Ouais. Oui. Ok. On va faire une courte pause entre ta presse et celle de Pauline. Yes. Le temps de choper des